Bien, je voudrais d'abord remercier la famille Tocqueville et la Fondation pour l'invitation ici, dans ce lieu dont Bernard Cazeneuve m'avait décrit la beauté et dont je savais l'esprit. Je veux saluer toutes les personnalités qui sont ici, françaises ou étrangères, et qui ont à chaque instant pu aussi prendre leur part dans ce qu'est la construction de notre destin commun. J'ai entendu le président du conseil départemental, M. Morin, et je me suis fait la réflexion, mais pourquoi ne suis-je pas venu plus tôt ici dans la Manche pour découvrir le secret qui fait qu'il n'y a jamais de vote contre ici dans la Manche. En ayant essuyé un certain nombre d'abstentions ou de votes négatifs, j'aurais été heureux de disposer de toutes ces informations pour bénéficier de l'unanimité qui, visiblement, rassemble ici dans la Manche. Mais je reviendrai autant de fois qu'il sera nécessaire pour percer le mystère. En attendant, nous revenons, et ça a été fort bien dit par Laure, nous revenons maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire notre propre sécurité et au-delà même de notre sécurité, notre identité. L'Europe a traversé depuis un quart de siècle un grand nombre de crises, crises financières, économiques, terroristes, sanitaires, politiques avec le Brexit et même sécuritaires, si l'on songe qu'il y a eu des guerres sur le continent européen ces dernières années, en Bosnie et au Kosovo. Mais la guerre en Ukraine n'est pas une crise de plus ou une crise comme les autres. C'est une épreuve qui nous oblige à repenser ce qu'est notre union et à savoir ce qu'est notre identité. La guerre en Ukraine, elle vient après une décennie pendant laquelle les régimes autoritaires, la Russie et la Chine, ont affirmé une prétention. Cette prétention, c'est encore de bouleverser la hiérarchie du monde et de prendre d'une certaine façon une revanche sur les démocraties qui les avaient, selon eux, humiliées et dominées. Elles ont été d'autant plus confortées dans cette ambition qu'elles jugent les démocraties en déclin et les sociétés dont nous sommes ici les représentants décadents. La pensée de Poutine est une pensée qui n'est pas du tout civilisatrice comme il l'a longtemps prétendu. Une pensée qui voudrait que ce soient des valeurs qui seraient défendues mieux par les régimes autoritaires que par nos démocraties. Non. L'idée de Poutine, c'est qu'il doit reconstituer ce qu'il a pensé être la Russie de toujours, c'est-à-dire l'Empire, et que nous sommes des empêcheurs, mais que nous avons sans doute eu des forces qui ont contribué à la dislocation de l'Union soviétique, mais que nous avons des faiblesses. Ces faiblesses, c'est précisément le pluralisme, le débat, la controverse, la contradiction et l'envie de vivre pleinement dans la liberté. Donc il nous regarde comme décadents, il nous regarde comme faibles. Et c'est ce jugement sur la faiblesse politique des États-Unis, après l'inaction en Syrie et le retrait piteux d'Afghanistan, comme ce jugement sur le mercantilisme mou que nous représentons, ou plus exactement qu'un certain nombre de pays, parfois le nôtre, mais souvent l'Allemagne, ont pu incarner, qui l'a convaincu qu'il était donc possible d'envahir l'Ukraine. Il a pensé que le recours à la force allait nous sidérer, car c'est sa méthode, sidérée par la force, sidérée par la vulgarité, sidérée par le mensonge. Je parle souvent du mensonge poutinien, parce que ce n'est pas un petit mensonge. Le petit mensonge, c'est celui dont nous sommes tous à un moment ou un autre.
je ne veux pas vous compromettre, mais capable de faire le petit mensonge qui permet finalement de passer sur nos propres lâchetés. Mais le gros mensonge, le mensonge qui finalement vous saisit, c'est celui qui nie l'évidence. Ce n'est pas Bachar el-Assad qui a utilisé les armes chimiques en Syrie, c'est l'opposition. Ah oui, ça surprend. Comment des gens peuvent se mettre à eux-mêmes des armes chimiques sur la tête? Dire qu'il ne connaissait pas Wagner, car il a longtemps prétendu qu'il ne connaissait pas Prigojine ou Wagner. Je l'ai même interrogé là-dessus. Je lui ai dit, mais vous connaissez Wagner? Il dit, oui, bien sûr, c'est une société de sécurité privée. Vous en avez aussi, vous, en France. Je n'ai pas pu contester que nous avions des sociétés de sécurité privée, mais qui n'ont quand même pas grand-chose à voir avec le groupe Wagner. Il a prétendu que le Zelensky était un nazi. Quand on lui a dit qu'il était juif, il a dit oui, mais c'est un juif d'une autre espèce. Donc le mensonge doit vous sidérer pour qu'à un moment vous vous disiez que vous préférez entendre un mensonge que d'avoir, hélas, la confrontation avec la vérité. Donc quand il envahit l'Ukraine, il pense qu'il va nous sidérer, qu'il va finalement nous interdire de réaction. De la même manière, il a pensé que son outil de propagande, et de ce point de vue-là, il n'a pas été sans résultat, allait faire que dans certaines parties de l'opinion, et plus largement dans les pays du Sud, l'idée était d'une co-responsabilité du conflit, que c'était bien sûr la faute de la Russie, mais aussi la faute des Occidentaux, qu'il y avait même un parallélisme entre ce qui était la responsabilité de l'OTAN et ce qui pouvait être la volonté de la Russie de conquérir l'Ukraine. Et ce discours-là, il est beaucoup plus difficile à émettre en France, mais il a été longtemps partagé en France. Pendant des années, il a été prononcé sur la co-responsabilité ou sur même la responsabilité occidentale, américaine, mais aussi européenne, d'avoir humilié la Russie depuis longtemps. Donc il a pensé que, à la fois par la sidération qu'allait donner l'invasion de l'Ukraine et par cet outil de propagande, eh bien, il pourrait mener son entreprise. Et c'est là qu'il a commis plusieurs erreurs. Vous les connaissez, la résistance du peuple ukrainien, et de ce point de vue, la prix Nobel ici nous en dira encore davantage sur les sacrifices du peuple ukrainien et sur les violences et les souffrances qu'il peut subir. Il a sous-estimé la réaction américaine, et notamment celle de Joe Biden. Il a pensé que la cohésion européenne serait à l'épreuve, alors même que les 27, et je n'oublie pas aussi ce qu'a été la position du Royaume-Uni, qui a été une des premières à soutenir l'Ukraine, la position européenne a tenu bon. Et enfin, il a pensé que son propre système, son système d'autocratie, son système de répression allait lui permettre d'emmener la société russe dans son ensemble vers l'acceptation de ce conflit. Et en réalité, c'est ça que nous devons ici même dire comme point de satisfaction. Les régimes autoritaires sont moins forts qu'ils le prétendent. Et les démocraties, finalement, sont plus résilientes, plus résistantes qu'elles ne le croient elles-mêmes. Dans tous les grands conflits entre les régimes autoritaires et les démocraties, ce sont toujours les démocraties qui ont gagné. Et donc nous vivons toujours avec cet esprit que nous serions, par nos propres constructions, et il est vrai que nous avons nos propres faiblesses, mais nous vivrions une forme d'infériorité par rapport au régime autoritaire. C'est vrai dans le domaine militaire, c'est vrai dans le domaine également sanitaire. Regardez ce qu'a été la réaction des régimes autoritaires pendant la crise sanitaire. Nous n'avons pas eu, nous, forcément une conduite qui a été particulièrement cohérente, au moins au début, et il y a eu sans doute des insatisfactions, il y a eu des mises en cause de liberté, mais pour autant, nous avons, dans les démocraties, vaincu le virus. Regardez ce qui s'est passé en Russie. Ils ont inventé un vaccin Spoutnik. Et j'ai dit souvent, est-ce que vous voudriez un vaccin Spoutnik ou un vaccin américain? Je dis à certains qui
pense toujours que les Américains sont pires que les Russes. Donc prenez un vaccin Spoutnik, allez-y. Et je n'ai pas vu de responsable politique avaler des vaccins Spoutnik ou se les faire insuffler par je ne sais quel moyen pour vaincre le virus. Et regardez ce qui s'est passé en Chine. Chine, on dit, oh, c'est formidable les régimes autoritaires, ils arrivent à confiner leur peuple, ils ne disent rien, et puis les citoyens finissent par être guéris. Puis à un moment, quand vous avez enfermé une population pendant plus d'1 an, 2 ans, eh bien, elle surgit. Donc les régimes autoritaires sont beaucoup plus vulnérables qu'on le croit souvent. Et nous en avons la démonstration ici pendant cette guerre. Mais la guerre en Ukraine, elle est bien davantage qu'un conflit tragique entre voisins. Ce n'est pas simplement une affaire de frontières ou de souveraineté territoriale. De son issue dépend la sécurité de l'Europe et l'équilibre du monde. Si d'aventure la Russie de Vladimir Poutine conquérait davantage de territoires à la fin du conflit qu'il n'en occupait au début, eh bien nul doute que d'autres régimes, je pense à la Chine, considéraient que donc le recours à la force peut être finalement une stratégie utile. De la même manière, et par raisonnement inverse, si c'est l'Ukraine qui reconquiert sa souveraineté, c'est le signe même que le recours à la force deviendra beaucoup plus périlleux pour les régimes qui voudraient l'utiliser. Cette offensive, néanmoins, oblige l'Europe à regarder avec courage, il a été dit, les menaces qui l'entourent et organiser sa défense de manière cohérente et résolue. Pour y parvenir, l'Allemagne et la France doivent procéder à des révisions stratégiques. Je dis l'Allemagne et la France non pas pour écarter les autres pays, et je salue ici leurs représentants, mais parce que nous savons bien, et je le sais d'expérience, que c'est d'abord entre la France et l'Allemagne que nous devons trouver le compromis pour ensuite le faire partager à nos partenaires. Et donc il nous faut, face à ce défi majeur que représente la menace sur notre propre sécurité, que la France considère que c'est dans l'OTAN que l'Europe de la défense doit s'organiser. Et c'est ainsi qu'on peut donner un sens et un cadre à l'autonomie stratégique qui parfois inquiète nos partenaires. Si nous proposons l'Europe de la défense comme une façon d'éloigner l'Europe des États-Unis, même si je peux comprendre cette position, il est clair que la totalité de nos partenaires ne nous suivra plus. Donc il est très important de poser en préalable que l'Europe de la défense doit se faire dans le cadre de l'Alliance atlantique. Et quant à l'Allemagne, elle doit consacrer beaucoup plus de moyens budgétaires, même que ceux qui ont été annoncés, pour son armée et pour mutualiser l'industrie de la défense. C'est assez décevant que sur des questions comme la protection contre les missiles, nous ne soyons pas capables, Français et Allemands, de nous mettre d'accord pour que le système puisse être efficace et surtout qu'il puisse être partagé par toute l'Europe. Et puis enfin, aux pays européens, et on doit leur faire comprendre que si nous comprenons leur attachement à l'Alliance atlantique et aux États-Unis, que le bouclier américain ne leur sera pas accordé pour l'éternité et que les élections de novembre 2024 aux États-Unis peuvent avoir des conséquences qui éloignent les États-Unis. Vous avez parlé d'isolationnisme, mais on peut parler aussi de repli, y compris stratégique. C'était la position de Trump avant qu'il ne fût battu, de considérer que l'Alliance atlantique était vermoulue et que finalement on pouvait s'entendre avec Vladimir Poutine. Il a d'ailleurs réitéré. Il pense qu'il peut régler en 5 jours le conflit ukrainien. Oui, j'imagine que c'est vrai. C'est-à-dire tout simplement en n'aidant plus les Ukrainiens et en faisant en sorte de discuter directement avec Vladimir Poutine pour la séparation des 2 parties de l'Ukraine. Alors voilà pourquoi il faut que l'Europe de la défense puisse être non seulement une proclamation, mais véritablement une organisation
et que nous puissions avoir des capacités militaires et une coordination pour leur usage et une industrie de défense qui soit la plus européenne possible, ce qui n'est pas facile, y compris de notre propre point de vue, compte tenu de la présence, ici en France, d'industries de défense qui sont parmi les plus performantes et qui seraient obligées de mutualiser une partie de leur fabrication. D'ici là, le soutien militaire et financier à l'Ukraine doit être intensifié et renforcé. Car je vous l'ai dit, la solution du conflit, elle est d'abord militaire. C'est sur la base d'un rapport de force militaire qu'il pourra y avoir, le moment venu, une solution politique et diplomatique. C'est sur le terrain militaire que les choses se jouent. Et même si il y a eu cette mutinerie en Russie, même s'il y a sans doute une désorganisation dans l'armée, ne pensons pas que la contre-offensive ukrainienne soit facile à mettre en œuvre et soit simple pour reconquérir des territoires dont l'essentiel ont été minés. Je regrette d'ailleurs que l'Europe, et en particulier la France, n'ait pas davantage sensibilisé les opinions publiques sur l'enjeu fondamental de la sécurité et même de l'Europe de la défense. Parce que le temps passant, presque 1 an et demi que le conflit, la guerre, l'invasion se sont produits, le temps passant, la guerre finit par être banalisée, sortir de nos écrans. Et donc, nous avons toujours cette nécessité de remobiliser les opinions publiques. Quant à ce qui s'est produit la semaine dernière, ça peut nous rassurer d'une certaine façon de voir la décomposition d'un système, mais on en voit aussi la dangerosité, la brutalité, la prévarication et la peur qui peut saisir, y compris ses principaux responsables, qui n'ont d'autre choix que d'activer le nationalisme russe, qui est le seul ciment pour faire en sorte que la société russe puisse être dans l'acceptation, soumise sans doute, de ce qui vient de se produire. Pour terminer, je veux évoquer plusieurs sujets qui sont forcément devant nous pour les prochaines années. Le premier, c'est de savoir quelle Europe nous voulons. J'ai longtemps pensé qu'il valait mieux que l'Europe puisse être à 28 quand il y avait encore le Royaume-Uni, reste à 27. Et d'ailleurs, une des leçons du Brexit, c'est que plus personne ne veut quitter l'Union européenne. Par moments, je me dis, ça serait bien qu'il y en ait quelques-uns qui y pensent, mais non, ils veulent rester. De la même manière, les extrémistes, les populistes, qui voulaient sortir de l'Union européenne, de la zone euro, voilà ce qui pouvait offrir de bons sujets de discussion. Mais ils ne veulent plus partir, ils veulent rester. Ils ne savent pas comment, ils veulent désobéir, mais rester. C'est d'ailleurs une de leurs façons de faire. On veut être dans le club, mais ne pas respecter le règlement. Difficile, mais nous voyons bien que l'Europe à 27 restera. Avec cette composition, peut-être demain s'élargira-t-elle. Sauf qu'à 27, sur des questions aussi stratégiques, aussi majeures, ça ne peut pas forcément fonctionner. Et qu'il faut donc, au sein de l'Europe à 27, une Europe plus ramassée, une Europe plus consistante, plus cohérente, pour faire avancer, sans oublier les autres, plus vite sur les questions notamment de sécurité. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est de savoir comment l'Europe doit se comporter avec les autres parties du monde. J'ai évoqué ce que doit être son rapport avec la Russie, mais qui doit être d'abord un soutien à l'Ukraine. Sur le rapport avec la Chine, c'est difficile, et je veux ici dissiper toutes les illusions. L'alliance entre la Chine et la Russie est une alliance durable. L'alliance entre la Chine et la Russie n'est pas simplement une alliance entre deux dirigeants, c'est une alliance fondamentale, où la Chine, d'ailleurs, a tout à gagner à l'alliance, puisqu'elle est maintenant dans l'idée qu'elle va être première dans l'alliance. Et c'est pour ça qu'elle ne lâche pas la Russie. Et c'est pour ça aussi qu'elle est aussi active sur le plan international. On l'a vu sur l'Iran, on le voit aussi sur l'Arabie saoudite et d'autres sujets. Donc ce que nous pouvons
faire, ce n'est pas de détacher la Chine de la Russie, c'est d'avoir là aussi un dialogue fondé sur un rapport de force avec la Chine. Je l'ai dit, sur le plan militaire, beaucoup dépendra de l'issue de la guerre en Ukraine, savoir si la Chine veut récupérer Taïwan ou pas, par la force militaire. Mais la question, elle est posée sur le plan économique et commercial. La vulnérabilité de la Chine, elle est sur ce terrain-là. Diriger un pays d'1,4 milliard d'habitants n'est pas simple. Et un jour que j'étais en Chine, dans un voyage d'État, le président chinois m'avait demandé combien il y avait d'habitants en France. Il le savait. Généralement, les services secrets sont bien informés, y compris sur le nombre de notre population. Que voulait-il dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait exprimer? Il voulait exprimer que lui, il était à la tête d'1,4 milliard d'habitants, ce qui était également mon information. Mais il voulait aller plus loin en disant que lui, il avait besoin de donner de la croissance, du pouvoir d'achat, un niveau de vie à cette population pour qu'elle ne se disloque pas. C'est là son point de vulnérabilité, qu'on en a vu aussi pendant la crise sanitaire. Donc les sanctions économiques qui peuvent ne pas toucher la Russie autant qu'on l'espérerait, mais sur la Chine ont un effet immédiat, et avec un risque de chômage, un risque de perte de confiance dans le régime. Donc nous avons des moyens de peser sur la Chine. Faut-il le faire avec les États-Unis? Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. Mais il faut le faire ensemble, et pas séparément par pays membres de l'Union européenne. Troisième sujet, les relations avec le Sud. On voit bien que c'est un enjeu majeur, que les régimes autoritaires savent très bien utiliser le récit du néocolonialisme et de l'impérialisme, impérialisme américain, néocolonialisme européen et particulièrement français, pour convaincre les pays du Sud qu'ils ne doivent pas s'aligner sur les démocraties. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et donc nous devons nous adresser à ces pays émergents pour leur dire que nous ne voulons leur imposer aucun système, que nous pensons qu'il y a des valeurs universelles, mais que nous voulons les associer au règlement de la planète, que ce soit sur le climat, sur les biens communs, sur le financement, sur les inégalités, que nous avons intérêt tous à ce qu'ils soient dedans, et que ça ne se fasse pas en puissance rivale, et encore moins entre deux blocs. Et l'Afrique, de ce point de vue, est un enjeu particulier. On a vu combien la Russie, et d'ailleurs la Chine, avaient joué sur ce sentiment anticolonial pour nous écarter de la zone sahélienne, et pas simplement de la zone sahélienne. Enfin là, avec le groupe Wagner, les régimes de ces pays-là, souvent venus par un coup d'État, devraient réfléchir. Parce que qu'est-ce qui va remplacer Wagner? Et à un moment, notre milice. Donc ils sont eux aussi, d'une certaine façon, maintenant devenus dépendants. Donc nous avons quelques moyens, là aussi, de reprendre le dialogue. Enfin, il y a le dernier sujet qui est peut-être en ce moment le plus sensible. C'est l'engagement des citoyens au sein des démocraties. Nous connaissons bien le constat, l'éloignement par rapport au vote, délitement des solidarités, moindre attachement aux institutions, défiance même à l'égard des représentants, doute sur les valeurs communes, montée des communautarismes et aussi l'extrémisme qui progresse partout et qui était déjà à un haut niveau en France. Et puis la peur. La peur qui peut être comprise. Il y a de quoi avoir peur. Souvent, on me parle de l'angoisse des plus jeunes. Je la partage. Angoisse climatique, angoisse liée à la guerre, angoisse liée à la cohésion ou au contraire à l'absence de cohésion de la société, à l'individualisme, au rôle des réseaux sociaux, maintenant à l'intelligence artificielle dont on peut penser qu'elle peut être le meilleur ou le pire. Donc l'angoisse, elle est là. La peur, il ne faut surtout pas la nier. Il n'y a rien de pire que de nier à celui qui la ressent ou à celle qui la partage l'idée qu'il ne faudrait pas avoir peur. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons par rapport à la peur. Les extrémistes, eux, l'utilisent. Nous devons en faire levier pour nous permettre d'être plus forts. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a deux menaces, celle dont on parle et qui est
l'objet de beaucoup de vos travaux, qui est la menace extérieure, mais il y a la menace intérieure et qui ronge progressivement nos formes de vie. Ne croyez pas que les deux sont indépendantes. Longtemps, c'est plus difficile aujourd'hui, longtemps les régimes autoritaires, et particulièrement la Russie, mais pas seulement la Russie, ont utilisé aussi les populistes, ont eu parti lié, ont encore parti lié avec certains populistes et certains extrémistes, et ont déstabilisé des élections aux États-Unis. En France, c'était moins facile. En tout cas, ce n'était pas forcément la cible première. Mais plus les régimes autoritaires essaieront d'avancer, plus ils s'emploieront à déstabiliser nos propres sociétés. Donc nous avons ce devoir de revivifier le débat politique, d'avoir cette double stratégie, celle de la Manche, rassembler autant qu'il est possible pour avoir l'unanimité la plus grande, tout en ayant des clivages pertinents. Parce qu'une démocratie, elle a besoin de contradictions, elle a besoin de visions différentes, elle a besoin d'espérances qui ne sont pas forcément partagées par tous, mais qui font qu'à un moment, alternance après alternance, chacun chemine vers l'intérêt général. Et lorsqu'il n'y a plus de partis politiques, car nous sommes une des spécificités européennes, nous, la France, la dilution, la disparition même des partis politiques, quand il n'y a plus de partis politiques, quand il n'y a plus de mouvement d'idées, quand il n'y a plus de confrontation dans un cadre qui est celui de la République, et notamment du Parlement, alors comment convaincre les citoyens qu'il faut aller voter, qu'il faut empêcher le pire et qu'il faut s'engager pour des valeurs communes? Donc le débat politique, il est finalement la première condition si nous voulons lutter contre les menaces qui pèsent sur la démocratie. Je dis souvent, un pays, la puissance d'un pays se juge bien sûr à son économie, à son attractivité, sa compétitivité, c'est évident. Mais un pays se juge aussi par rapport à sa stabilité politique. Ça a longtemps été d'ailleurs une des forces de la France, à sa stabilité politique et à sa capacité d'inspirer le monde entier. Et c'est ce que nous devons faire ici en France, en tout cas refaire par rapport à ce qu'est la situation d'aujourd'hui. Mon dernier mot, et il a été déjà prononcé avant moi, c'est que la démocratie doit se réarmer. Se réarmer, il faut accepter le terme. Il y a l'armement tel que nous le concevons, c'est d'avoir des forces de sécurité, des forces capables de dissuader l'adversaire. De ce point de vue, heureusement que la force de dissuasion existe dans notre pays et qu'elle nous permet d'avoir une autre organisation militaire que celle de nos voisins. Il faut donc continuer à se réarmer. De ce point de vue, la loi de programmation militaire y contribue. Mais il faut aussi se réarmer politiquement. Ça veut dire se réaffirmer en tant que démocratie. Dire que la démocratie est le meilleur des systèmes pour vivre ensemble. Se relégitimer, se réenchanter. La démocratie, elle doit faire, non pas rêver pour son avènement, mais rêver pour aussi ce qu'elle peut encore produire. Des libertés, des droits et aussi une capacité à mieux vivre ensemble. Sinon, si nous n'avons pas ce sursaut, si nous n'avons pas cette volonté, eh bien, les démocraties vivront comme des forteresses assiégées, se bunkériseront, s'enfermeront, en pensant que nous pourrons ainsi repousser le danger. Ce qui d'ailleurs est absurde par rapport à la menace qui est sur le plan de notre propre sécurité, aussi absurde par rapport au climat. On ne peut pas se protéger de tout. On doit à un moment nous-mêmes être dans la conquête et dans la volonté. Et si nous ne voulons pas être une forteresse assiégée, nous ne voulons pas non plus être rongés de l'intérieur. Et donc nous avons à nous ouvrir autant qu'il est possible et à nous affirmer autant que nécessaire. Merci.